Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va transformer les concepts psychologiques brillants de Seth Godin en une véritable boîte à outils pratique. L'idée ? Briser enfin ces fameuses barrières qu'on s'impose souvent tout seul. On a tous connu ça, n'est-ce pas ? Ce petit regret tenace quand on repense à ces super projets restés inachevés au fond d'un tiroir. Eh bien, il est grand temps d'en finir avec tout ça. Alors plongeons directement dans le vif du sujet avec cette question universelle. Pourquoi est-ce qu'on ressent tous cette espèce de douleur sourde quand on n'atteint pas nos objectifs ? Et surtout, pourquoi repousse-t-on sans arrêt le travail qui nous tient le plus à cœur ? Il y a toujours cette petite culpabilité silencieuse, très familière, qui s'installe quand on procrastine. Que ce soit pour écrire ce fameux livre, changer de voie, ou même juste avoir une conversation un peu difficile, on dirait bien qu'on a toujours une excuse parfaite sous le coude. La réponse à tout ça se trouve dans un concept que Godin appelle la résistance. Et attention, c'est hyper important. Cette force interne, ce n'est absolument pas un signal d'alarme qui nous crie d'arrêter. Au contraire, c'est plutôt une boussole. Elle nous indique tout simplement qu'on est sur le point de faire quelque chose de véritablement important. En gros, la résistance est proportionnelle à l'importance de l'action pour notre évolution. Si une tâche ne provoque aucune résistance, eh bien, c'est probablement qu'elle ne nous fera pas vraiment grandir. Et pour décortiquer tout ça, voici notre programme d'aujourd'hui. On va d'abord explorer la force de la résistance, puis on verra la différence cruciale entre les situations et les problèmes. Ensuite, on parlera de la nécessité d'arrêter d'attendre pour se choisir soi-même, avant de déjouer le piège du perfectionnisme, et on finira en beauté sur des moyens concrets de faire du bruit. C'est parti. On commence donc tout de suite avec notre première partie, la force de la résistance, ou comment comprendre pourquoi on a tellement tendance à se cacher du vrai travail. C'est quand même dingue d'observer les stratagèmes subconscients qu'on déploie pour fuir l'inconfort. Quand on y regarde de plus près, cette envie de chercher la fausse sécurité de la foule, ça se résume à 3 motivations principales. D'abord, il y a la peur de l'inconnu, bien sûr, qui est notre instinct de survie le plus basique. Ensuite vient le besoin d'affiliation. C'est ce besoin presque désespéré de s'intégrer, de faire comme tout le monde. Il faut se rappeler que depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs, le cerveau humain est programmé pour voir l'exclusion du groupe comme un danger mortel. Donc se démarquer avec une nouvelle idée, c'est risquer le rejet. Et enfin, le troisième point, le statut. On veut tous protéger jalousement notre position actuelle. Prendre un risque créatif, c'est venir menacer directement ces 3 piliers de notre sécurité psychologique. Pas étonnant qu'on résiste autant. Ce qui nous amène à notre deuxième point, situation contre problème. C'est fascinant de voir comment le langage qu'on utilise nous tend des pièges redoutables. C'est fou à quel point les mots qu'on choisit au quotidien façonnent notre réalité. Très souvent, on se rend la vie beaucoup plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Il y a une différence psychologique massive entre une situation et un problème. Une situation, par exemple la météo ou la gravité, c'est un fait immuable. On ne peut rien y faire, on doit juste l'accepter. Par contre, un problème, ça a une vraie solution. Le fait de se sentir ignoré au travail, c'est un problème. Et la solution, ce sera peut-être une conversation de 15 minutes, hyper inconfortable, certes, mais c'est une solution. On déteste souvent ces solutions, on les redoute, mais elles existent et elles permettent d'avancer. Si on commence à confondre les deux, on se prive de tout notre pouvoir d'action. Et dans le même ordre d'idées, un minuscule changement de vocabulaire peut tout débloquer. Remplacer le mot « mais » par « et », c'est d'une puissance redoutable. Imaginons, au lieu de dire « je veux courir ce marathon, mais ça va être épuisant », ce qui coupe direct l'herbe sous le pied, on va plutôt dire « je veux courir ce marathon et ça va être épuisant ». C'est subtil mais radical. Les deux vérités coexistent. La fatigue fait simplement partie de l'aventure. Utiliser le « et », ça force l'esprit à trouver un chemin constructif, au lieu de nous fournir l'excuse parfaite pour rester bien au chaud sur le canapé. Passons maintenant à la troisième étape de notre réflexion. Arrêter d'attendre et se choisir soi-même. Comment échapper à cette sécurité illusoire qui consiste à toujours attendre la permission ? Là, on s'attaque à un mythe vraiment coriace dans notre société. L'idée qu'on doit absolument attendre d'être validé, diplômé ou choisi par un supérieur avant de pouvoir commencer quoi que ce soit. Pour briser cette boucle de l'attente infinie, Godin propose un outil super pragmatique de conception intentionnelle. C'est simple, en 2 étapes. Étape 1, pour qui est-ce ? On doit identifier un public précis et restreint. Étape 2, dans quel but ? Quel est le vrai changement qu'on essaye de créer ? À partir du moment où le projet a du sens et qu'il cible quelqu'un en particulier, plus besoin d'attendre qu'un comité de validation donne son feu vert. Réaliser qu'on n'a plus besoin de cette autorisation externe, c'est un changement de paradigme incroyable. C'est terrifiant pour sûr, parce qu'on ne peut plus blâmer la hiérarchie en cas d'échec, mais c'est la base même de la liberté et de la dignité. Il faut se choisir, créer et offrir son travail au monde. Ce qui nous mène tout droit à notre 4e point, le fameux piège du perfectionnisme. Ou pourquoi peaufiner à l'infini est en fait la cachette parfaite. Ah, le perfectionnisme, c'est sans doute le déguisement le plus chic de la résistance. Mais la dure réalité, c'est que le but du perfectionnisme n'est pas du tout d'améliorer notre projet. Son seul vrai but, c'est de nous empêcher de le terminer. Chercher le moindre petit défaut microscopique et retoucher un travail 15 fois de suite n'a rien à voir avec la qualité. C'est juste un mécanisme de défense. Car tant que ce n'est pas parfait, on n'a pas à le soumettre au jugement des autres.
C'est une façon géniale d'éviter la vulnérabilité tout en se donnant l'air d'être ultra consciencieux. Littéralement la cachette idéale. Alors, au lieu de courir après une perfection qui n'existe pas et qui nous paralyse, la vraie stratégie, c'est de viser le fameux cahier des charges. Prenons l'exemple de l'industrie automobile japonaise à ses débuts. Une voiture classique n'était pas un chef-d'œuvre de luxe inatteignable, mais chaque pièce s'emboîtait parfaitement. Le produit faisait très exactement ce qu'on attendait de lui de façon hyper fiable. Eh bien, pour un travailleur du savoir aujourd'hui, répondre au cahier des charges, c'est par exemple envoyer cet email crucial avec la bonne information, même si la tournure de phrase ne gagnera pas le prix Goncourt. Dès que le travail remplit sa fonction première, l'objectif est atteint. Nous voici déjà à notre 5e et dernière partie, comment faire du bruit. On va voir comment appliquer tout ça pour accomplir un travail qui a du sens au quotidien. Il est temps de relier tous ces concepts pour agir concrètement. Et attention, pas besoin d'essayer de révolutionner la planète entière en une nuit et la charge serait beaucoup trop lourde. L'astuce, c'est d'identifier la plus petite action viable, le plus petit art possible. Ça peut être donner 2 heures de son temps pour du bénévolat, tout simplement. Ensuite, il faut le partager avec un public tout aussi restreint, même si c'est une seule et unique personne. L'anecdote de la mère de Seth Godin illustre ça à merveille. Elle organisait un événement dans un musée sans avoir la moindre idée de si quelqu'un viendrait. Elle l'a fait pour le plus petit public possible. Et au final, des milliers de personnes ont débarqué. Le secret, c'est de commencer petit pour des gens très précis, au lieu de se bloquer en cherchant l'approbation des masses. Et une fois que ce petit bout de travail est prêt et qu'il respecte le cahier des charges dont on parlait, la directive est d'une beauté désarmante. Il faut simplement le livrer, l'offrir au monde, sans exiger d'applaudissements, et surtout sans s'attacher de façon obsessionnelle au résultat final. C'est ça l'essence d'un véritable cadeau. On le donne parce que le travail devait être fait, pas pour essayer de contrôler la réaction de l'autre. C'est précisément cet acte de livrer en plein visage de notre propre peur qui forge notre caractère. Pour clore cette analyse, gardons tous en tête cette réflexion finale. Plutôt que de rester confortablement caché à attendre une permission qui ne tombera peut-être jamais du ciel, quel est ce petit groupe de personnes bien spécifiques pour lequel on peut commencer à faire une vraie différence, là, aujourd'hui ? Le travail qui compte vraiment nous tend les bras. L'opportunité de s'y mettre est là, à portée de main. Alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer ?